Le premier épisode du podcast Autour d'un verre est enfin arrivé. Je suis votre animateur Jean-Charles Côté-Sauvé et je suis tellement content de commencer ce projet-là. C'est un projet qui me trotte dans la tête depuis tellement d'années. Et puis je me suis dit, c'est le bon moment maintenant de se lancer, de lancer un podcast qui s'intitule Autour d'un verre où on va combiner mes deux passions, des passions que j'ai la chance de vivre quotidiennement, donc le golf et le vin. Puis honnêtement, je suis tellement excité de commencer ce projet-là. J'ai tellement hâte d'évoluer, de rencontrer des gens, de discuter avec des gens avec qui j'ai eu la chance de partager des moments absolument extraordinaires. Mais je pense que comme toute bonne chose qui débute, on doit commencer par le début. Vous expliquer un petit peu comment est-ce que je me suis retrouvé à être devant la caméra, à parler de golf puis à parler de vin avec vous autres. Alors, en fait, l'expérience de golf est arrivée nécessairement avant l'expérience de vin. Donc, j'ai commencé à jouer au golf. Moi, j'étais très, très jeune. J'ai eu la chance là, d'être exposé à ce sport-là, ce magnifique sport, à partir de l'âge de 5 ans. Donc, dans l'ouest de l'île de Montréal, j'ai commencé à jouer au golf au club golf de Summerlee. Étant junior, des petites compétitions, ma première compétition, en fait, là, j'avais 6 ou 7 ans. Un tournoi de 3 trous. Un tournoi super simple, une idée que j'adore, puis d'ailleurs on va en parler éventuellement dans le podcast, mais tu sais, le golf junior c'est tellement important, puis il y a des belles façons d'introduire ce sport-là à des jeunes. Donc moi, mon premier tournoi en fait c'était à partir de 100 verges, 3 trous. Donc, des normales cartes à partir de 100 verges. À ce moment-là, quand on est tout petit, on frappe pas très loin. Et puis, j'ai eu la chance là, de gagner mon premier tournoi. On était 4, mais bon, on l'a gagné quand même. Donc, j'ai eu la chance de gagner ce tournoi-là. Et puis, la piqûre tout de suite est arrivée. J'ai adoré le sport. Puis, j'avais la chance de pratiquer ce sport-là avec mes parents. Puis, c'est souvent comme ça hein, que les nouveaux golfeurs vont peut-être être exposés à jouer au golf. C'est avec papa, maman, avec les frères et sœurs dans les camps de jour. Puis par la suite, j'ai eu la chance là, de jouer pendant plusieurs années au club de golf de Beaconsfield, donc à Pointe-Claire, où là j'ai joué junior, beaucoup de compétitions, là, donc de 7 à 18 ans, là, je jouais des tournois régulièrement, je jouais au golf là, puis honnêtement, moi j'étais un mordu comme probablement la plupart d'entre vous. J'étais pas capable là, d'arrêter, je voulais aller pratiquer, je jouais 9 trous, je voulais aller pratiquer, je potais, je chipais, c'est comme ça qu'on apprenait dans ce temps-là, c'était pas mal moins structuré, mais de là est née la passion du golf, puis cette passion-là, elle m'a jamais vraiment quitté. Et puis, c'est sûr qu'après plusieurs années à jouer au golf, à un moment donné, tu viens qu'à vouloir compétitionner, à peut-être te mesurer à d'autres golfeurs de ton âge. Et puis, c'est là où j'ai été exposé à jouer des tournois provinciaux. J'ai pas eu une très grande carrière, honnêtement, au niveau du golf provincial, du golf junior, parce que dans l'ouest de l'île, c'était un petit peu plus la mentalité de jouer des tournois qu'on appelle match play, donc des compétitions par trou et non par coup. Et puis on n'était pas vraiment exposé à ça, nous autres jouer des tournois de 2-3 rondes comme ça se fait aujourd'hui. La majorité des juniors maintenant là, tout de suite s'embarquent dans les CRJ, dans les compétitions juniors de Golf Québec. Moi, c'était pas vraiment mon cas. Moi, j'ai appris vraiment à jouer donc en compétition match play, puis ça a eu beaucoup de bien. Honnêtement, je pense que j'étais peut-être un golfeur difficile à affronter parce que c'était très très rare que je voulais donner des coups, surtout donner des trous gratuitement, fallait le mériter. Puis ça, ça m'a appris beaucoup en fait là, au courant de ma carrière. Ce côté-là un petit peu, de jamais vraiment abandonner, même si tu perds un trou, là, on embarque, on passe au prochain. Et puis faites la transition, donc à l'âge de 18 ans, à la fin de mes 18 ans, là, j'ai décidé de continuer dans le monde du golf pour voir un peu sur la scène provinciale, mais là, me mesurer avec des adultes, puisque j'ai changé de classe, je n'étais plus considéré comme junior à partir là, de la fin de tes 18 ans, début 19 ans. Mais
c'est là qu'est arrivé à 19 ans, qui est une année ou un âge tellement important pour moi, parce qu'à 19 ans, je travaillais en restauration dans des gros restaurants, donc un gros restaurant en fait dans l'ouest de l'île de Montréal. Et puis j'ai dit, tiens, je vais aller faire mon cours de sommellerie à Sainte-Adèle. Mon père avait fait son cours de sommellerie là, à la même école, à Sainte-Adèle, l'école de Laurentides. J'ai dit, tiens, je vais aller faire mon cours de sommellerie. C'est un cours de 6 mois, assez intense, mais j'ai tellement adoré ça que quand je suis revenu en restauration, ben là, il fallait que je prenne une décision. Est-ce que je me lance 100% dans ma carrière en restauration, en gestion, en sommellerie? Ou est-ce que je garde le golf quand même une place, je donnais une place quand même, pas une grande place au golf dans ma vie. Mais en travaillant en restauration, ben, les horaires en étant de soir, en devant travailler là, des journées consécutives, c'est quand même assez physique là, pour ceux et celles qui travaillent en restauration. Ils savent que c'est difficile, tu te lèves plus tard, tu te couches plus tard. On est comme dans un autre mode complètement. Puis en restauration, en fait, les gens, ben, quand nous on travaille, les gens, eux autres, célèbrent. C'est souvent, les gens vont avoir leur party de fête, des parties de Noël, toutes les journées fériées, souvent on va aller au restaurant, ben nous on travaille ces journées-là, donc c'était très difficile pour moi de conjuguer avec le golf et le vin, puis la restauration. Donc j'ai décidé là, à l'âge de 19 ans, 19, 20, 21 ans, j'ai laissé complètement le golf de côté, voire même là, c'était inexistant. Pour moi, je jouais plus. Puis ben, la vie a fait en sorte que je me suis déplacé, je suis devenu gérant dans un autre restaurant, un autre gros restaurant à Laval. Et puis, je voyais ce mode de vie-là, je voyais un peu les gens qui travaillaient dans cette industrie-là, puis j'ai dit, je sais pas si je vais être capable de faire une carrière là-dedans, est-ce que c'est nécessairement pour moi? Fait que j'ai décidé, tout bonnement comme ça, d'aller voir pour un club de golf, pour redevenir membre dans un club de golf à ce moment-là, étant donné que j'habitais à Laval, je pouvais plus vraiment retourner dans l'ouest de l'île. Donc, j'ai décidé là, d'aller voir à Terrebonne dans un club de golf. Pour rentrer membre. Ben, j'arrive là, tout bonnement, je rencontre la responsable au niveau des abonnements. Et puis elle me dit, ben, mon mari vient tout juste d'avoir la job de pro de golf ici, puis je cherche un adjoint, est-ce que ça t'intéresse? Tu me dis que tu es un bon joueur, tu me dis que tu veux te remettre dans le golf. Et c'est là où j'ai fait ma première rencontre. J'ai rencontré Pascal Edmond. Pascal Edmond qui, en peut-être 2-3 minutes, tout de suite, on a connecté. Il y a des gens comme ça qu'on rencontre, puis ça se fait tout bonnement. On a commencé à parler de toutes sortes de choses. Et lui étant aussi un passionné de vin, bon, on a parlé de ça. Et puis il m'a dit, mais regarde Jean-Charles, comment ça fonctionne dans le monde du golf? Ça te prend un club d'attache. Ça te prend un club où tu es affilié pour aller passer ton test d'habilité de jeu, donc ton PAT, en anglais, le Player Ability Test. J'ai dit, parfait, Pascal, je vais m'affilier avec le club de golf et puis je vais aller passer mes cartes. Puis ça, c'était conditionnel à mon embauche. Donc, il fallait que je passe mon test d'habilité de jeu, qui à ce moment-là était 2 rondes. Il fallait jouer un score combiné. Moi, j'aime toujours dire à tort. Malheureusement, je raconte l'histoire pour rendre un petit peu plus une histoire de cinéma, mais c'était 2 rondes qu'il fallait jouer de 75-75. En réalité, c'était plus 10 qu'il fallait jouer au niveau de l'évaluation. Ça veut donc dire que si l'évaluation, c'est de 72, ben 5 pour la première ronde, c'est 77. 5 pour la deuxième ronde, c'est 77. Ça fait un total là, donc de 67 pour passer. Je me dirige à Royal Québec. Je prends mon auto. Je finis de travailler à la boutique de golf. Je prends ma voiture. Et je me rends à Royal Québec, je couche dans un hôtel. Dans ce coin-là, j'arrive à 10h30 le soir. Le lendemain matin, mon départ est à 7h30. Et là a commencé mon périple donc, dans le monde du golf. Sur le trou numéro 1 à Royal Québec, sans nécessairement avoir beaucoup d'expérience, comme je dis, dans des compétitions par coup, pardon. J'ai malheureusement commis un triple bogey à l'avant-dernier trou pour jouer 78. Bon. Alors, c'est sûr que quand on revient Québec-Montréal, quand tu as fait un triple bogey au 17, tu as le temps d'y penser, puis qu'est-ce que j'aurais dû frapper. Puis c'est une erreur aussi banale que j'ai mal pris la distance sur mon coup d'approche. Donc, ma balle montait encore, passait le drapeau. Mais bon.
Et puis ma deuxième ronde était prévue à Rosemère-Fontainebleau. Donc, je savais que j'avais pas beaucoup de marge de manœuvre. Là. À 78, j'avais seulement le droit de jouer 76. Et comme toute bonne histoire, ben, je suis parti bogey. Plus 3 après 3. Ouf. J'ai dit, bon, ben, il va falloir passer à deuxième vitesse parce que sinon, le rêve de devenir pro de golf, ben, elle ne marchera pas. Et puis il y a quelque chose, puis je vous en parlais tantôt un peu là, dans le monde golf, le côté parti par trou, donc de jouer des match-play, mais je me suis dit, regarde, je suis en match-play contre le terrain, là j'ai pas mal de trous de retard, donc il va falloir que je commence à m'activer, et j'ai réussi à combiner 3 birdies consécutifs pour terminer mon 9, donc là j'avais un petit peu plus de place pour respirer, et j'ai ramené une carte de 72, donc la normale, pour passer mes cartes, et devenir officiellement professionnel. Donc, j'étais tellement content d'appeler mes parents, d'appeler ma famille pour dire, bon, ben ça y est, je vais donc abandonner mon statut d'amateur pour devenir professionnel et jouer mon premier tournoi professionnel en carrière, qui est l'Omnium Printanier à Beaconsfield. Donc, un retour aux sources pour moi d'aller jouer un tournoi, mon premier tournoi pro, là où j'ai appris à jouer au golf de 7 à 18, 19, 20 ans. Donc, la petite histoire de golf, elle est née de là. Donc, ça a été du golf, ça a été une pause. On s'est concentré sur le vin, puis d'aller chercher là, mon diplôme de sommelier professionnel. Et puis après ça, ben, le golf, naturellement, est comme revenu dans ma vie. Et depuis ce temps-là, j'ai eu la chance là, de faire quelques terrains de golf comme professionnel adjoint, ensuite comme professionnel associé. Donc, lorsqu'on passe notre classement, on devient professionnel associé. On a fini nos cours de la PGA du Canada. Et puis là, maintenant, j'entame ma 4e saison comme directeur golf dans un club de golf 30 trous qui est le club de golf Le Blainvilliers, pour ceux et celles qui le connaissent. Donc, c'est ma 4e saison comme directeur golf. Et ben, je vais me remettre un peu à la compétition aussi, parce que quand on tombe dans les opérations golf, organiser des tournois de membres, organiser des tournois corporatifs, ben souvent on a un petit peu moins de temps pour jouer au golf. Puis cette année, j'ai dit, on lance le projet de Autour d'un verre pour parler de mes passions du golf et du vin, mais je veux aussi remettre un petit peu ma game de golf en état, parce que c'est à la base pour ça qu'on devient professionnel de golf, c'est pour jouer des tournois, jouer des compétitions, puis on prend une certaine fierté à garder notre niveau de jeu quand même à un certain calibre. Je pense que c'est important ça, puis je vais avoir la chance d'en parler avec les intervenants que je vais recevoir au courant de la saison du podcast, mais en fait, moi je pense que c'est primordial pour un pro de golf de garder cette passion-là de vouloir bien jouer au golf, et c'est la même chose en tant que sommelier professionnel. On n'a jamais fini d'apprendre, on peut jamais finir le livre, on peut jamais finir d'apprendre sur le golf, puis surtout pas d'apprendre sur le vin, c'est tellement évolutif. Donc j'ai pris la décision cette année de recommencer à jouer des tournois. Et puis j'ai passé l'hiver là, à travailler sur ma game, tant physique, sur moi physiquement, mais sur ma game de golf aussi, pour m'assurer d'être prêt là, pour justement la saison des compétitions qui approche à grands pas. Donc l'histoire d'Autour d'un verre, c'est un petit peu ça. J'ai le goût de prendre le temps de parler de golf, puis j'ai le goût de parler de vin avec vous autres. On va couvrir toutes sortes de sujets au niveau des différents épisodes. Là, je vais vous parler un petit peu de ma philosophie. Qu'est-ce que je pense qui est important dans chacune des industries? Je vais vous parler aussi de mes coups de cœur. Il y a des rencontres des fois où il y a des clubs de golf qu'on vit, où il y a des bouteilles de vin qu'on ouvre des fois qui nous marquent, puis qui font en sorte qu'on retombe en amour avec le sport, ou on retombe en amour avec une région ou un cépage. Et puis je pense que ceux qui me connaissent vont bien reconnaître là, peut-être mes différentes allégeances. Par contre, c'est important de vous parler un petit peu du monde du vin et de la sommellerie, parce que j'y reviens, puis comme je vous expliquais, là, ça a été un peu en bloc, le golf, le vin, on retourne au golf, mais j'ai eu la chance, puis j'ai eu des gens qui ont cru en moi dans ma carrière, qui ont dit, Jean-Charles, oui, t'es pro de golf, mais tu as une expertise en sommellerie, donc on aimerait ça que tu t'impliques au niveau de la carte des vins au club de golf.
Puis c'est là où j'ai réussi à combiner mes deux passions dans mon travail. Donc pendant l'été, oui, je suis affecté vraiment à les opérations du club de golf, mais pendant l'hiver, là, je me prête au jeu de travailler sur la carte des vins, de rencontrer les représentants qui sont devenus des amis maintenant. Puis il y a quelques représentants qui se sont déjà commis à venir me voir puis à jaser de golf puis de vin avec moi. Puis j'ai vraiment hâte de vous les présenter. Mais pendant l'hiver, c'est ça. Je prends le temps de parler de vin avec eux autres. Puis je passe beaucoup de temps avec les membres aussi. Ça me permet d'avoir une autre conversation avec les membres, de dire qu'est-ce que vous aimez boire quand je finis une game de golf. Puis je vais sur la terrasse, mais j'ai le goût d'avoir un verre de. Et c'est là où ils vont me donner leur réponse. Donc moi, mon travail, oui, c'est de leur présenter des nouveaux produits, mais c'est aussi de leur présenter une carte des vins qui est représentative de leur goût, de leur choix, pour qu'on puisse avoir l'expérience complète dans un club de golf. Donc, le monde du vin, par l'entremise des gens qui ont cru en moi, qui ont cru en mes capacités de sommelier, mais est revenu un petit peu là, dans ma vie. Puis maintenant, pendant l'hiver, je travaille sur cette carte des vins-là. Puis j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Beaucoup de plaisir à faire ça avec la directrice de la restauration au club de golf. Je pense qu'on a pas mal d'idées, on a pas mal de projets, on en a même beaucoup trop, mais bon, ça c'est toujours comme ça. On passe beaucoup trop de temps à essayer d'innover, mais je veux vous faire rencontrer les gens qui ont cru en moi puis qui m'ont permis de continuer à vivre de mes deux passions qui sont le golf et le vin. Mais je veux aussi vous parler des mythes. Qui sera un autre épisode, donc mon troisième épisode. Je vais vous parler des mythes dans le monde du golf, puis les mythes dans le monde du vin, il y en a tellement, puis j'en entends tellement. Il y a tellement de gens qui ont peut-être des mauvaises conceptions par rapport à jouer au golf, par rapport à boire une bouteille de vin, là, puis je pense que vous en avez tous qui vous viennent en tête là, de dire un vin qui est cher, il faut que ça soit bon. Pas nécessairement. C'est ce sujet-là que je vais aborder avec vous autres. Je vais vous donner un petit peu, moi, ma vision par rapport aux mythes qui existent dans ces deux domaines-là. Puis, je veux aussi qu'on parle de ce qui m'a fait tomber en amour avec le golf, une bouteille de vin qui m'a fait tomber en amour avec la sommellerie. J'ai pas mal hâte de vous en parler. Donc, le premier épisode, en fait, c'était vraiment pour que vous appreniez à me connaître, pour vous faire part un petit peu de la petite histoire derrière le golfeur professionnel, le sommelier professionnel. Puis, je veux aussi vous dire que ce podcast-là, je veux qu'il soit vivant, ce podcast-là, je veux qu'il soit interactif. Je veux vraiment que je puisse répondre à vos questions. En fait, si vous en avez, avoir vos commentaires, des sujets, des invités peut-être que je serais capable d'avoir sur le podcast. Mais le monde du golf m'a apporté beaucoup, m'a apporté une certaine rigueur parce que c'est un sport en fait qui est basé sur l'honneur. Donc est-ce que tu fais la bonne chose lorsque personne regarde? Ça, c'est la base du golf. Oui, il y a un livre de règlement, mais le livre de règlement, contrairement à d'autres sports où il y a des arbitres qui sont attitrés, qui regardent le jeu, puis c'est eux qui appellent s'il y a une faute ou non, s'il y a une pénalité, ou qui vont lancer le mouchoir au football. Au golf, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Au golf, les arbitres sont là pour valider si on applique les règlements comme il faut. Mais on a là, dans un tournoi, exemple professionnel, peut-être une équipe de 5 arbitres qui vont couvrir les 18 trous. Donc, c'est impossible qu'ils voient chaque coup, chaque golfeur. Et c'est basé sur l'honneur. Donc, c'est pour ça que j'aime ce sport-là. Puis ça te permet aussi de développer une certaine éthique, de développer une certaine façon d'approcher des problématiques. Puis l'honnêteté, au final, pour moi, c'est une des qualités qui est les plus importantes. Et dans le monde du vin, ce qui m'a vraiment attiré initialement, c'est l'amplitude des connaissances qu'on peut aller chercher. Donc, on n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais fini de continuer à fouiller dans des livres, d'aller déguster, d'aller visiter des régions. Mais ce que j'aime à la base de la sommellerie et du monde du vin, c'est que ça combine l'histoire, donc l'histoire d'un pays, l'histoire d'une région, l'histoire d'une maison ou d'une famille. Ça combine la géographie, donc un chardonnay, exemple là, de Californie, donc
ou un chardonnay en Bourgogne, à Chablis, c'est le même cépage, mais ça ne sera pas du tout le même vin. Donc, dépendamment de la géographie, dépendamment des chaînes de montagne, est-ce qu'il y a des cours d'eau, est-ce qu'il y a un vent qui est prédominant, qui est peut-être du nord ou du sud, bien, ça va influencer beaucoup le goût du raisin. Il y a un côté un petit peu agriculture, agronomie, qui est tellement important. Est-ce que comment est-ce qu'on cultive le raisin? Quand est-ce qu'on va retirer le raisin sur la grappe? Bien, ça va faire toute la différence. Le Canada est connu pour des vins de glace. Bien, les vins de glace, eux autres, ça prend un raisin qui gèle. Il y a un certain temps qu'il faut attendre pour que le raisin gèle, pour que l'eau puisse geler, puis concentrer les sucres pour faire les vins de glace qui sont reconnus maintenant à travers le monde. On est reconnu pour ça. Il y a le sirop d'érable, puis les vins de glace. Il y a des très bons vins canadiens, c'est certain, mais ça reste qu'on est vraiment là, des ambassadeurs, des précurseurs du vin de glace parce qu'on a le climat pour ça. Donc, l'histoire, la géographie, l'agriculture, la façon qu'on traite les cépages. Puis après ça, mais il y a un côté marketing que j'adore. Il y a des maisons maintenant qui font un travail extraordinaire pour mettre de l'avant leurs produits, pour se rendre dans les SAQ, dans les LCBO en Ontario. Comment est-ce qu'un vin part, exemple, d'Italie ou de France, va partir du Canada pour se rendre au Japon, en Chine, un peu partout à travers le monde, mais il y a un énorme travail de marketing. Le produit peut être super bon, mais si on ne le connaît pas, ou si on ne se rend pas sur les tablettes de la SAQ, mais j'aurai jamais la chance d'y goûter. Puis la dernière chose du monde du vin, puis ça c'est une de mes philosophies, c'est quelque chose que je trouve qui est tellement important, mais qui relie le golf et le vin, c'est le fait de les boire ou le fait de passer du temps avec des gens. De jouer au golf tout seul, moi, c'est pas nécessairement quelque chose qui me plaît. Pour moi, ça fait pas vraiment partie de ma philosophie. Puis c'est la même chose pour le monde du vin. Boire une bouteille de vin tout seul, moi, je trouve ça plate. Moi, je trouve ça ordinaire, honnêtement. J'aime mieux boire une moins bonne bouteille de vin entourée de gens que j'adore, qui vont triper avec moi, que de boire une bouteille, donc qu'on va appeler un canon, une bouteille extraordinaire tout seul. Ça me procure zéro plaisir. Puis c'est la même chose pour le golf. J'aime bien plus passer 9 trous, 18 trous avec des gens que j'apprécie que d'aller jouer un des plus beaux terrains au monde, mais tout seul. Parce que l'expérience de vivre cette partie de golf-là, de voir les coups, de partager une bouteille de vin, partager un bon repas, parce que c'est ça aussi la sommellerie, c'est pas juste de boire du vin, mais c'est de choisir une bouteille de vin qui va bien aller avec mon plat. Mais si on les partage ensemble, mon Dieu que c'est amplifié comme plaisir, puis moi, c'est un petit peu ça que je veux vous faire vivre à travers mon podcast. C'est des rencontres que j'ai faites au travers de mes deux passions qui ont fait en sorte que mon expérience, ma passion, ce que j'aime faire dans la vie, mais c'est amplifié parce que j'ai rencontré des gens qui sont aussi passionnés que moi, qui m'apprennent beaucoup, qui n'hésitent pas à me faire découvrir d'autres choses, à faire découvrir des nouveaux terrains. C'est ça qui me fait triper. Puis vous allez le voir, je suis quelqu'un qui est extrêmement passionné. J'adore parler de golf, j'adore parler de vin. On approche de la saison du début, de la prochaine saison 2026 de golf. Puis j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de lancer notre nouvelle carte des vins au club de golf. J'ai tellement hâte de frapper ma première balle sur du gazon, de sentir l'air, le vent sur le visage. Moi, c'est ça qui me fait triper. Et puis, j'espère par l'entremise de ce podcast-là, vous partager ma passion, peut-être répondre à certaines questions ou vous donner un peu ma philosophie pour initier une conversation. Ben, ce sera mission accomplie. Fait que j'ai vraiment énormément d'idées en tête pour ce podcast-là. C'est un beau projet. Puis je vais être vraiment honnête avec vous, ça fait des années et des années que je pense faire ça. Depuis que je suis dans le monde du golf, j'ai dit l'hiver, c'est le moment parfait pour lancer le podcast. Et là, enfin, en 2026, j'ai dit là, on arrête de repousser ce projet-là. On le fait, on se lance. Donc, on va avoir pas mal d'épisodes qui s'en viennent, qui vont nous accompagner tout au long de la saison. Et puis, j'ai bien hâte de vous lire, j'ai bien hâte de discuter avec vous, de pouvoir échanger, d'avoir vos commentaires par rapport à ce nouveau projet-là. Mais je voulais commencer par cette petite introduction-là. Donc, autour d'un verre, c'est ça. C'est l'amalgame de mes deux passions, le golf et le vin. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.
Et puis, on va se revoir très bientôt. Donc, autour d'un verre, c'est du premier départ jusqu'au dernier verre. Santé, à bientôt.